Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire qui clôture la première escale de Cap vers l'Hexagone. Je suis Hereiti Teritei, chargée d'orientation à l'université. Alors, Cap sur l'Hexagone, qu'est-ce que c'est? C'est un serious game qui vous fait découvrir à travers différentes escales toutes les démarches à faire pour préparer son installation en métropole. Et en plus de cela, on va également vous proposer un zoom sur l'installation au Canada. Alors, sur le site internet www.education.pf/cap sur l'Hexagone, on peut retrouver des informations générales, on peut retrouver des documents à télécharger, des vidéos, des interviews pour toutes les escales prévues. Donc, aujourd'hui, spécifiquement, on va parler des démarches administratives pour bien préparer un départ, un séjour d'études en métropole, mais aussi au Canada. Alors, pour ce faire, j'ai trois invités qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et que je remercie beaucoup et que je vais laisser se présenter donc dans l'ordre, Reimana, puis Nadine, puis Virginia. Reimana? Oui, Yorana, merci Hereiti. Je représente aujourd'hui l'association de juristes en Polynésie française et donc je suis très heureux d'être ici présent pour ce premier événement Cap vers l'Hexagone et le Canada et donc cette escale administrative et je répondrai plus particulièrement aux questions liées à l'émancipation. Voilà, Marjou. Bonjour, moi c'est Nadine. Je ne sais pas si je présente mon métier, mais bon, avant tout, je suis maman de deux pas de filles en Canada. Ensuite, mon fils a 21 ans. Et donc, je viens raconter un petit peu les démarches et les facilités et les difficultés qui inhérentes aux démarches d'inscription au Canada et d'installation. Yaorana, bonjour, je suis Virginia, la gestionnaire du service des relations internationales de l'UPF et je suis ici aujourd'hui pour répondre aux questions relatives aux démarches d'obtention de visa et d'admission dans les universités canadiennes. Merci à tous les trois. Je voudrais simplement rappeler avant de commencer les échanges que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure de nos échanges ou bien utiliser l'outil conversation de Zoom. Et j'essaierai de relayer les questions en direct au fur et à mesure. Alors, on va commencer la première partie de cette escale qui concerne les documents indispensables à avoir avant de partir. La première chose à faire avant de partir, c'est de s'assurer qu'on est bien en possession de papiers et de documents officiels qui seront très, très importants pour préparer le départ. Alors ici, on va parler du passeport principalement et de la carte nationale d'identité. Alors, ce sont des documents qui vont être très utiles, notamment pour faire les démarches à la banque, à l'aéroport, pour les examens, pour la sécurité sociale, etc. Alors, on va commencer par parler du passeport assez rapidement. Alors, le passeport, c'est le document unique et valable lorsqu'on voyage à l'étranger, surtout quand on doit passer une frontière. Donc, c'est un document qui est indispensable. Et il y a deux façons de faire une demande de passeport. La première, c'est d'aller dans les mairies qui disposent d'un dispositif de recueil de données. Il y en a pas mal sur le territoire. Par ordre alphabétique, je vous les donne. Donc, on parle des mairies de Aroué, de Bora Bora, de Fa'a, de Hivaoa, de Mahina, de Moorea, de Paea, de Papeete, de Pir'e, de Punaoya, de Rongiroa, de Teyarapu Est, de Tupu'ei et de Uturua, quelle que soit la commune de résidence en fait. Donc, vous pouvez soit y aller, enfin, vous pouvez y aller directement, ou bien si vous ne pouvez pas vous déplacer, dans un premier temps, vous pouvez faire une pré-demande en ligne
Alors, sur le site de l'ANTS. Le site de l'ANTS, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui donc met à disposition des formulaires pour faire des demandes de passeport. Il faut aussi un timbre fiscal pour pouvoir faire une demande de passeport. En termes de coût, le timbre coûte 12 000 francs pour une personne majeure et 7 500 francs pour une personne mineure. Et en termes de validité, le passeport est valable 10 ans pour une personne majeure et 5 ans pour une personne mineure. Donc voilà pour les informations principales sur le passeport. Ensuite, vous pouvez également faire une demande de carte nationale d'identité. C'est un document qui n'est pas obligatoire, mais qui est tout aussi utile que le passeport. Et la demande de carte d'identité se fait également dans les mairies que j'ai citées tout à l'heure et en ligne également sur le site de l'ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. Pour le timbre fiscal, il coûte 1 500 francs et la durée de validité pour les majeurs est de 15 ans et de 10 ans pour les personnes mineures. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter directement le Bureau des passeports et des cartes nationales d'identité du Haut-Commissariat. Et également, nous avons mis tous les formulaires et toutes les procédures sur le site internet Cap sur l'Hexagone. Donc voilà pour les formalités pour le passeport et la carte nationale d'identité. Maintenant, il est important de parler également d'un autre sujet qui sont les formalités d'entrée aux États-Unis. Et oui, vous allez aller en France, vous allez aller au Canada, mais pour y aller, il faut passer par les États-Unis. Et donc, vous allez au moins y faire une escale. Et là aussi, il faut faire attention, être vigilant parce qu'on ne peut pas y aller sans préparation. Et donc, les États-Unis, en fait, demandent une autorisation d'entrée sur le territoire qui s'appelle l'ESTA. L'ESTA, c'est Electronic System for Travel Authorization. Et ce n'est pas un visa, mais c'est une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire que l'on peut faire en ligne sur le site de l'immigration américaine et qui coûte 14 $ américains. Et avant d'y aller aussi, n'oubliez pas de vérifier les mesures sanitaires liées à la COVID-19 sur, par exemple, les sites des compagnies aériennes que vous allez prendre pour y aller. Et ce sont des informations qui peuvent changer à tout moment, donc soyez très, très vigilants. Un autre élément également qu'on voulait partager avec vous concerne les étudiants mineurs qui souhaitent voyager. Et donc, il y a un dispositif qui s'appelle l'émancipation qui peut les concerner. Alors, en résumé, qu'est-ce que c'est l'émancipation? Eh bien, c'est un peu devenir majeur avant l'âge légal des 18 ans. Et en d'autres termes, dans ce cas-là, le mineur bénéficie des mêmes avantages ou presque qu'une personne majeure. Et on peut, par exemple, faire les démarches administratives sans avoir la signature d'un représentant légal. Mais attention, cela implique d'avoir des responsabilités. Et puis, il faut même aller voir un juge de tutelle. Alors, Reymana, je te laisse nous parler un petit peu de l'émancipation. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous dire qu'est-ce que c'est et qui cela concerne-t-il? Oui, bien sûr. En premier lieu, Maruru pour le site internet qui est très bien fait avec de nombreuses informations. J'aurais bien aimé, en tout cas à l'époque, j'aurais bien aimé bénéficier de toutes ces informations. Bon, même si ça date d'une autre vie, mes études à l'extérieur. Pour revenir à l'émancipation, tu l'as déjà énoncé, c'est quand un mineur devient en quelque sorte assimilé à un majeur, ou en tout cas par le biais d'une décision de justice ou d'un mariage, je vais y revenir, peut donc réaliser tous les actes qui nécessitent à la base la majorité légale, par exemple conclure des contrats ou gérer son patrimoine de manière plus globale.
C'est pas une décision à prendre à la légère quand même si on pourra prolonger la discussion. Il faut effectivement une décision de justice. Par ailleurs, les cas aujourd'hui de mariage provoquant l'émancipation sont assez rares et pour les étudiants qui désirent partir soit à l'étranger, soit sur l'Hexagone, on va plus pencher du côté d'une émancipation qui passe par le juge, en fait, le juge des tutelles. Donc, c'est quand même une décision de justice. Il y a quelques conditions. Il faut avoir 16 ans minimum. En tout cas, c'est un niveau de maturité légale qui est demandé, donc 16 ans. On peut penser que ça concernerait plus des étudiants qui seraient assez proches des 18 ans, mais pas toujours. Il y a quand même des cas de personnes qui sont parties en formation et qui ont demandé l'émancipation à partir de 16 ans. Et j'ai un cas notamment au Québec, au Canada, où pour éviter cette nécessité administrative d'être accompagné par un représentant légal, je ne connais pas le régime particulier au Québec ou au Canada plus généralement, mais en tout cas là c'était une décision de justice française. Eh bien, l'émancipation a été demandée et avait été reconnue comme une justification suffisamment sérieuse. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir 16 ans au minimum. Et deuxième point, il faut avoir des raisons valables. Et des raisons valables, c'est des raisons qui sont liées à l'intérêt du mineur et non pas à l'intérêt des parents, en fait. C'est pas pour se débarrasser de ses enfants qu'on demande au juge des tutelles une émancipation. Donc voilà, et elle est justement, cette émancipation, elle est demandée par les parents. Alors il y a d'autres cas particuliers, mais généralement c'est par un ou les deux parents. Voilà en résumé ce qu'est cette procédure d'émancipation. On a une question qui est arrivée via le chat déjà. Donc, on nous demande est-ce que l'acte d'être émancipé est valable dans les pays étrangers ou en métropole seulement? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un acte qui est reconnu ailleurs qu'en métropole. De base, il est reconnu dans l'Hexagone, donc en France hexagonale, en France continentale. Pour les pays étrangers, par exemple les États-Unis d'Amérique ou le Canada, et même en étant plus précis, des États fédérés des États-Unis d'Amérique ou des provinces particulières au Canada, tout va dépendre du droit applicable localement dans ces États. Donc, en fait, même si vous êtes un étudiant, allez, imaginons à 17 ans, et que vous bénéficiez d'une décision juridictionnelle d'émancipation, il faudra bien vous renseigner auprès de l'administration de l'État d'accueil qui acceptera ou n'acceptera pas cette décision juridictionnelle française. Dans la plupart des pays, et là je donnais l'exemple du Canada, ces décisions sont quand même largement acceptées. Par exemple, en France, une des règles de droit international privé, c'est justement de reconnaître aux mineurs étrangers le bénéfice de ce type de disposition. Mais par plus de sécurité, je conseillerais aux étudiants quand même de se renseigner très activement en fonction de l'état dans lequel ils veulent aller. Bien évidemment, ça fonctionnera dans l'Hexagone. Et tu parlais tout à l'heure de raisons valables. Donc, est-ce qu'un départ en métropole pour faire ses études ou ailleurs constitue une raison valable de demander une émancipation? Alors, il n'y a pas de listing de raisons valables, c'est une appréciation au cas par le juge. Et justement, pour l'affaire que j'ai préalablement énoncée, c'était une décision d'une cour d'appel de 2010 sur cet exemple d'un étudiant qui partait au Québec. Ça avait été considéré comme une raison suffisamment valable, mais uniquement parce que au Québec, alors je ne sais pas si le régime a évolué, mais il me semble qu'il y a quand même des contraintes à cet égard. Il était nécessaire que le mineur de 16 ans, pour suivre sa formation spécifique, soit accompagné d'un représentant légal et donc d'un des parents, et ce qui n'était pas possible. Donc c'est considéré comme une raison valable. Pour un départ relatif à une formation dans l'Hexagone, on peut considérer que c'est suffisamment valable ou pas en fonction de chacune des situations et seul le juge des tutelles sera amené à
à se prononcer sur le sujet. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que cette décision soit adoptée dans le seul intérêt des parents. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas accepté. Mais dès qu'il y a un rattachement à l'intérêt de l'enfant, là, on peut penser que ça sera accepté. Et quels sont les effets de l'émancipation? Alors, les effets, tu l'avais dit précédemment, c'est plutôt d'être assimilé à un majeur et donc de pouvoir accomplir tous les actes de la vie civile, hein, signer un contrat de travail ou n'importe quel autre type de contrat d'ailleurs, comme une vente, s'endetter, enfin prendre un crédit, acheter une maison. Mais il y a des limitations quand même. On ne peut pas voter avant 18 ans, on ne peut pas rentrer dans des casinos avant 18 ans, on ne peut pas conclure un PACS, on ne peut pas se marier sans autorisation spéciale. Donc voilà, c'est plutôt sur la conclusion des actes de la vie civile et notamment contractuels où l'émancipation permet de se passer de ses parents. Par contre, du coup, les parents ne sont plus responsables civilement de ce que vous faites. Donc, il n'y a plus de responsabilité du fait de ses enfants, même si ils sont toujours obligés, du fait du devoir d'assistance, justement de vous aider dans la vie de tous les jours. Mais le contraire est aussi vrai quand vous serez un peu plus âgé, que vos parents prendront de l'âge. Donc voilà, alors c'est vrai que pour un étudiant, être émancipé ne va pas forcément vous permettre de dépasser certaines difficultés, et je pense notamment aux garants, en fait, quand vous louez un appartement. Le fait que vous soyez émancipé n'empêchera pas la situation sur laquelle, en tout cas pour certains logements, il vous faudra 1 ou 2 garants. Et donc, ça ne permet pas de surmonter tous les obstacles de l'étudiant, en fait. Hein. Ça vous permet de vous gérer tout seul, en fait, de gérer votre patrimoine et de vous gérer en pleine autonomie. Si on parle d'étudiants, en plus, c'est à partir de 17 ans, donc c'est vraiment juste avant la majorité. D'ailleurs, dès que vous atteignez 18 ans, évidemment, l'émancipation disparaît de fait, vu que vous êtes majeur. Et qui peut formuler une demande d'émancipation? Alors, le ou les parents, en général, on parle du titulaire de l'autorité parentale. Hein. Alors, évidemment, si le mineur est sous tutelle, ça sera le conseil de famille, mais généralement, c'est 1 ou 2 parents. Voilà. Bon, après, s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils seront entendus par le juge des tutelles, mais ce sont bien les parents, et c'est pour ça que le juge fait bien attention à ce que la demande d'émancipation ne soit pas liée à un intérêt uniquement des parents. Très bien. Alors, on a une autre question qui est le document que l'on doit présenter aux différentes administrations et l'acte de jugement. Peut-il être refusé? Alors, dans l'Hexagone et en droit national, il ne sera évidemment pas refusé. Hein, et, ça, c'est un jugement, c'est une décision juridictionnelle. Et pour ce qui est de l'étranger, tout dépendra de l'État en question. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à transférer vos documents administratifs auprès des administrations compétentes pour être au courant le plus tôt possible. Parce qu'évidemment, un voyage, ça se prépare, surtout sur ces aspects. Effectivement. Et à qui faut-il adresser sa demande? Au juge de tutelle, c'est ça? Oui, au juge des tutelles, qui se trouve à Tahiti, à Papeete. En fait, c'est au greffe, c'est au tribunal de première instance, mais les locaux physiques se situent juste à côté du CEFI. Et généralement, ils préfèrent qu'on les prévienne par courrier. D'ailleurs, la demande est réalisée auprès du juge des tutelles, au juge aux affaires familiales, mais qui s'occupe des tutelles par écrit. D'ailleurs, j'ai vu sur le site qu'il y avait des formulaires types pour ces demandes, donc c'est parfait. Il suffit de les remplir et de les transmettre, de préférence par envoi recommandé. Et normalement, le greffe du juge des tutelles recontacte les demandeurs assez rapidement, et il y a toujours une possibilité de se déplacer directement là-bas si il y a des demandes d'information. Les demandes d'information, c'est-à-dire que le juge de tutelle peut demander aux familles de s'exprimer sur certains points?
Dans le cadre, là je pensais plutôt à vous personnellement si vous aviez des questions, mais le contraire est vrai, c'est-à-dire que le juge des tutelles peut démarrer une instruction et effectivement auditionner le ou les parents et évidemment le mineur, notamment pour s'assurer de sa juste maturité, de sa juste autonomie. Alors évidemment, si vous avez 17 ans juste avant la majorité, ça posera pas trop de problèmes, mais généralement pour les personnes qui auraient débuté cette procédure avant même d'avoir 16 ans, parce qu'en fait, il faut avoir 16 ans, mais à la date du jugement, on peut penser qu'il y aura une audition un petit peu plus pointue du juge des tutelles. Et généralement, les demandes reçoivent un avis favorable. Est-ce que tu connais un petit peu les tendances ou ça dépend vraiment de la qualité des dossiers? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Je pense alors au niveau statistique, j'ai pas des statistiques très récentes, mais on peut dire que le niveau, on va dire les demandes d'émancipation, je parle au niveau national dans la République française, était en augmentation. Alors, j'ai pas les chiffres de ces 5 dernières années, mais c'était en augmentation. Donc, on peut en déduire qu'elles sont généralement acceptées. Et pour mettre toutes les chances de son côté, en fait, on n'a pas à mettre ses chances de son côté. C'est si la demande d'émancipation est motivée par un intérêt réel pour l'enfant et en particulier l'étudiant mineur, je pense que ça ne posera aucune difficulté pour l'obtenir, tout en sachant, encore une fois, qu'on ne peut pas retirer la décision d'émancipation une fois qu'elle est donnée. Donc, c'est vraiment une décision juridictionnelle. Il faut faire attention, il faut y réfléchir, parce que même si ça a des avantages, notamment pour contracter dans la vie de tous les jours, ça a aussi des inconvénients dans le sens où les parents, je le répète, ne sont plus totalement responsables de vous. Et donc, il faut être effectivement autonome. Très bien. Et en termes de délai, est-ce que tu conseillerais aux gens de s'y prendre combien de temps à l'avance? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles, s'occupe de beaucoup de choses, comme la plupart des magistrats. Les greffes ont souvent de nombreux dossiers à traiter et les délais peuvent être beaucoup plus longs qu'on pourrait le penser. C'est très aléatoire. En fait, c'est difficile de donner un délai, mais je pense que dès qu'on a un projet, même lointain, de partir faire ses études ailleurs, ou même d'ailleurs on pourrait l'appliquer localement, et qui a un intérêt à demander cette émancipation, autant le faire tout de suite. Très bien, le plus tôt possible alors. Très bien. Merci Raymana pour ces informations très utiles. On va pouvoir continuer du coup et entamer la deuxième partie de ce webinaire qui est consacré à un zoom sur le Canada. On a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir avec nous Virginia et Nadine qui pourront nous parler de la préparation pour partir au Canada justement. Et donc on va continuer à parler des démarches administratives, de papiers à fournir, évidemment. Et ce qui est important de dire, effectivement, c'est qu'il ne faut surtout pas s'y prendre au dernier moment et que les démarches varient, en fait, aussi beaucoup en fonction de la durée du séjour envisagé. Avec nous, on a Virginia, qui est responsable des relations internationales à l'université. Virginia, pour partir étudier au Canada, il faut d'abord faire une demande de visa auprès de l'immigration canadienne. Est-ce que tu peux nous parler des 2 types de visas pour les séjours d'études, s'il te plaît? Oui, donc Eriti, tu viens de le dire, en fait, il y a 2 types de démarches, plus que 2 types de visas, en fonction réellement de la durée du séjour, puisque si on part dans le cadre d'un séjour d'études moins de 6 mois, on doit dans ces cas-là faire une demande d'AVE, autorisation voyage électronique ou visa visiteur. La démarche est assez simple, puisqu'elle se fait en ligne, peut-être beaucoup de jeunes ont déjà fait une demande d'AVE. Elle se fait en quelques minutes, si ce n'est qu'on ajoute sur sa demande le fait qu'on part étudier.
Le coût est assez minime puisqu'il est de 7 $ canadiens, on est environ sur 400 francs. Et la réponse est presque automatique ou en général dans les 48 heures. L'autre démarche qui est différente dans ce cas, c'est si on part en séjour d'études de plus de 6 mois. Alors là, ça se complique un peu. Ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y a des choses à faire, puisque là, ça dépend vraiment aussi du lieu et du type de demande. On part dans ces cas-là sur une demande de permis d'études. Le permis d'études, il faut savoir que ça n'est pas un visa. Il est obligatoire dans le cadre d'un séjour de plus de 6 mois. Et ce sont les services d'immigration qui vous fourniront par la suite ce fameux AVE ou visa visiteur. Donc, ce n'est pas un visa, mais il est obligatoire. Et pour présenter cette demande de permis d'études en ligne, alors je vais juste parler parce qu'on va le retrouver sur le site internet d'ailleurs qui est très bien fait. Il y a le site web voilà, incontournable qui est www.canada.ca où vous trouverez vraiment toutes les informations, même sur le choix de l'école ou de l'université. Et notamment, il y a quelque chose de très bien fait, il y a la simulation pour faire une demande de visa. Donc, j'insiste sur le fait d'y aller peut-être en amont pour faire ce type de simulation. Voilà, donc en fait, il y a toutes les explications sur le permis d'études. Le permis d'études, c'est beaucoup plus long comme démarche. Il faut en général, je le dirai un peu plus tard, mais s'y prendre presque... idéalement 10 à 12 mois avant et au plus tard 6 mois avant, vraiment. Les documents à fournir, je ne sais pas si vous avez besoin que j'énumère peut-être les documents à fournir, mais il faut dans tous les cas en amont, avant même de faire une demande de permis d'études, d'abord faire les démarches auprès d'une école ou d'un programme ou d'une université pour obtenir une lettre d'admission. Il faut également, et ça vous retrouverez la liste complète sur le site que j'ai cité, il faut que l'établissement fasse partie des établissements d'enseignement désignés. Alors c'est quoi? C'est une école approuvée par le gouvernement canadien. Il faut absolument, sinon le permis d'études sera refusé. Bien entendu, comme toute demande de visa ou de permis d'études, une copie du passeport à jour. Et une lettre expliquant les objectifs et pourquoi vous souhaitez partir étudier au Canada. Le coût, il est d'environ 100, non, il n'est pas d'environ, il est de 150 $ du permis d'études. Ce qui vous sera demandé aussi, et ça c'est très important aussi de le préparer en amont, c'est une preuve de ressources financières. Alors, preuve de ressources financières, ça veut dire quoi? C'est pour prouver que vous pouvez vivre et étudier au Canada. Les montants sont inscrits également sur le site. On est en général sur 10 000 $ canadiens pour l'année, pour une année entière, soit en moyenne 833 $ canadiens par mois. Comme preuve, pareil, tout est listé. Alors, ça peut être une preuve, voilà, un relevé de compte bancaire sur les 4 derniers mois. Ça peut être aussi le soutien financier d'un proche. Ça peut être un prêt étudiant également. Mais ça, il faut être en mesure de le prouver dès la demande, en fait, de fournir ce type de document. Il y a une particularité pour le Québec, c'est important. C'est pour ça que je disais que ça peut se compliquer, c'est que si vous souhaitez partir au Québec, il faut en amont, avant le permis d'études, faire une demande de certification d'acceptation du Québec. Tout se fait en ligne également sur le site du ministère de l'Immigration du Québec, pardon, excusez-moi. Et pareil, c'est le même type de document. Il faut aussi avoir en amont la lettre d'admission, preuve de ressources financières et le montant des frais de scolarité également. Les délais sont plutôt longs, sauf pour cette demande de certification d'acceptation du Québec, qui est d'environ 20 jours ouvrables, donc c'est plutôt raisonnable. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est ensuite vient la demande du permis d'études qui peut être entre 2-3 semaines à 20 semaines, selon le nombre de demandes. Donc, il est très important de s'y prendre à l'avance. Ce qui pourrait être demandé, alors j'en parle juste comme ça, mais pour l'instant c'est en pause à cause du Covid, en fait, de la crise Covid. C'est qui pourrait être demandé, ça pourrait revenir peut-être dès la rentrée, la demande, si c'est une première demande de visa pour le Canada, la demande de données biométriques. La demande de données biométriques spécifiques parce qu'il faut aller fournir ces données biométriques dans un centre de collecte dédié.
que le gouvernement canadien aura listé sur le site. Donc, ça veut dire se déplacer. Il y a toute une liste, voilà, il y a tout un tas de lieux, mais ça aussi, c'est quelque chose à prévoir en amont. Donc, voilà, donc j'invite tout le monde, avant tout ça, de faire une simulation, mais ce sont les deux types de visas et de permis pour étudier au Canada. Les sites Internet sont en anglais ou en français? En français et en anglais. Les deux. Voilà. C'est rassurant. Celui que j'ai fourni au début est en français. Voilà. D'accord. Et sur quels critères est-ce que les étudiants sont évalués quand ils déposent leur demande? Alors, on ne parle pas vraiment de critères, parce que les critères, ça va être plutôt par rapport aux conditions, aux critères de sélection et d'admission des universités ou des écoles. Ça sera plutôt à ce niveau-là. Moi, je parlerai plutôt des conditions. La condition, c'est d'être admis en amont dans une école ou une université canadienne. Comme je l'ai déjà dit, je me répète, les ressources financières suffisantes. Et deux conditions qui ont été ajoutées, je viens d'en parler, il y a les données biométriques, mais pour l'instant, ils n'en font plus la demande, c'est temporairement arrêté. Et une autre condition importante, c'est d'être entièrement vacciné. Alors, pareil, il y a toute une liste sur le même site par rapport au type de vaccin, mais ça, c'est aussi une condition pour obtenir son visa. Et tu disais qu'avant de penser au visa et au permis d'études, il fallait être accepté dans un établissement privé ou public. Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les demandes d'inscription de candidature dans un établissement en France et un établissement au Canada? Non, mais il faut s'y prendre, comme tout étudiant étranger qui viendrait en France ou à Tahiti, il faut s'y prendre relativement à l'avance. Et j'insiste sur le fait qu'on est en général sur une moyenne entre 9 et 12 mois. Parce que les appels, voilà, les dates limites de soumission des candidatures se font très tôt dans l'année, en fait, hein, pour l'année suivante. Alors, il y a des dates différentes, hein, excuse-moi, il y a des dates différentes selon les universités, mais en général, il faut avoir bouclé sa candidature pour une école 6 à 8 mois avant le départ, plutôt 8 mois même. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver une liste, comment dire, une liste fiable d'établissements reconnus par le Canadien? Sur le même site, canada.ca. Et il suffit de taper ou dans le moteur de recherche, on le trouve très facilement, établissement d'enseignement désigné, EED. Très bien. Est-ce que du coup, on reçoit également quelques étudiants parfois qui ont fait un cursus au Canada et qui reviennent en Polynésie et leur diplôme n'est pas forcément reconnu ici. Est-ce que ça, on a… Comment? C'est une excellente question. Voilà. Est-ce que ça, on a un moyen de savoir quels sont les établissements qui proposent un enseignement qui est reconnu en Polynésie, en métropole? Alors, de manière générale, normalement, le diplôme devrait être reconnu. Mais il faut passer par la case, on va dire, conversion, reconnaissance du diplôme. Il y a des bureaux dédiés au Canada. Donc, l'idée, c'est de le faire avant de rentrer. Je ne connais pas le coût exact, Ereiti. Mais en fait, ce sont des bureaux officiels. Après, ça dépend si c'est pour une entrée en master, revenir ou partir, par exemple, à la suite du Canada, partir en métropole pour une entrée en master, les dossiers se faisant sur dossier, la reconnaissance est automatique. Mais si pour le CV du jeune, de l'étudiant, il espère ensuite faire reconnaître son diplôme, il y a des bureaux dédiés. Pareil, il faudrait peut-être que j'ajoute sur le site internet par la suite la liste des bureaux disponibles. Tu pourras m'envoyer le lien, je rajouterai ça sur le site, merci. Et est-ce qu'il y a des quotas d'étudiants internationaux dans les facs canadiennes? En tout cas, au niveau des programmes d'échange,
qui est ma spécialité plutôt qu'à titre individuel. Oui, à titre individuel, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment se passe exactement le quota dans chaque université. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre partir à titre individuel et partir dans le cadre d'échanges internationaux. Tu veux bien nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, bah alors s'inscrire à titre individuel, ça a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, si on peut appeler ça des inconvénients, parce que je pense que partir étudier à l'étranger quelque temps est toujours un avantage de mon point de vue. Mais je dirais que déjà, ça permet d'obtenir un diplôme canadien. La reconnaissance pleine, que ce soit au niveau, alors l'équivalent, je ne le connais pas exactement, mais au niveau BTS, licence, master, etc. Et ça permet en fait d'effectuer un cycle ou un programme complet au Canada. Ce qui n'est pas le cas, on en parlera dans le cadre d'un programme d'échange. L'avantage, ou peut-être l'inconvénient, c'est qu'on effectue déjà les démarches seules, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Il y a beaucoup de démarches pour partir étudier à titre individuel en tant qu'étudiant international au Canada, que ça soit côté école ou côté visa, j'en ai parlé quand même, donc c'est pas mal de choses. Dans le cadre d'un programme d'échange, alors je parle pour l'UPF, mais ça peut être aussi une université en métropole. Les gros avantages, c'est que déjà, il y a l'assistance au niveau des démarches, avant, pendant et après, au niveau des démarches administratives. On accompagne les étudiants du début à la fin. Les normes, je dirais un des principaux avantages, c'est aussi le côté financier, puisqu'il faut savoir, alors je ne sais pas, on en reparlera peut-être plus tard, mais il faut savoir que quand même le coût des études au Canada n'est pas des moindres. Pareil, il faudrait une fourchette parce que ça dépend des universités. Mais dans le cadre d'un programme d'échange, en fait, l'étudiant reste inscrit dans son université d'origine, donc par exemple l'UPF, et part au titre d'un programme d'échange. Donc, il faut qu'il y ait une convention, un partenariat entre les deux universités du Canada et de l'UPF ou l'Université de Métropole. Et donc, il est exonéré des frais d'inscription. Donc, ce qui est hyper avantageux dans ce sens-là, en fait, nos étudiants vers le Canada. Il est possible de partir une année complète, mais pas pour tout un cursus, pas pour tout un cycle. Pas pour une licence complète ou un master sur 2 ans. Donc ça pourrait être peut-être éventuellement un inconvénient selon les personnes. En général, il y a des studios, chambres universitaires qui sont dédiés aux étudiants en échange. Donc ça aussi, on se prend un petit peu moins la tête par rapport à ça. Si les étudiants sont boursiers dans l'université, ils gardent leur bourse d'État ou du territoire. Pendant qu'ils sont en échange, et ils bénéficient également d'une bourse d'aide à la mobilité internationale. Il y a un cumul des bourses possibles. Donc, en fait, pour le volet financier, c'est très avantageux. Et puis, pour le fait aussi, dernier point, de la reconnaissance académique. Parce qu'en fait, ils passent leurs examens, ils suivent les cours, ils passent leurs examens là-bas. Et au retour, il y a une conversion de l'équipe pédagogique qui se fait et ils reçoivent leur diplôme à l'Université de la Polynésie française. Très bien. Merci pour cet éclairage. On nous demande aussi, est-ce que c'est difficile d'avoir un visa pour le Canada? Je ne dirais pas difficile, je dirais plutôt long. Et voilà, en fait, ce que j'ai tendance à dire à nos étudiants de l'UPF, qui sont en ce moment même en train de finaliser leur démarche de visa et notamment de permis d'études, c'est que c'est un petit entraînement dans la vie après tout ce qui va nous arriver. Mais on les accompagne, donc voilà. Mais par contre, je dirais pas que c'est si compliqué. Et pour le coup, que ça soit côté université canadienne ou côté site de l'immigration, c'est tout à fait clair. Il y a beaucoup de simulations, c'est vraiment très bien listé. Voilà. Côté Canada, c'est très clair. Donc, on peut aussi être assisté de manière gratuite parce qu'il y a aussi des services payants, mais de manière gratuite et poser les questions via un chat, via aussi par email. Les réponses sont plutôt rapides. Donc, je dirais pas compliqué, mais long, voilà, dans le temps.
Très bien. Je pense que Nadine pourra en témoigner également. Merci Virginia. Nadine, tu as accompagné deux de tes enfants pour des études à Montréal, au Canada. Est-ce que tu peux nous dire déjà quels étaient leurs projets d'études? Oui, donc ma fille, elle voulait travailler dans la communication et il était important qu'elle sache déjà ce qu'elle voulait faire, hein, justement, parce que la première étape, c'est de savoir réellement ce qu'on veut faire, c'est pas d'hésiter, c'est pas de se dire pourquoi pas ça, parce que ça engage beaucoup de démarches et beaucoup de frais. Et surtout, pour pouvoir candidater, il faut connaître exactement le terme, le nom de la formation qu'on veut viser, puisqu'on candidate directement à l'université. Hein, c'est pas comme Parcoursup où voilà, tout est répertorié. Il faut faire sa propre recherche par rapport à l'établissement. Donc, la première chose, c'est de rentrer dans un établissement, dans une université ou dans un cégep qui est l'équivalent d'un lycée. Et ensuite, lorsqu'on obtient un permis, une attestation d'admission, une lettre d'admission, avec sous condition. Donc, ça se prépare en novembre, en décembre, on va sur le site internet de l'université en question, on candidate et ensuite il y a des papiers à envoyer. Et donc là aussi, ça a un coût. Hein, il faut utiliser FedEx et non pas la Poste parce que sinon il va prendre 3 mois pour y arriver. Il faut prendre un transporteur. Hein, donc, on a jusqu'au 1er mars pour avoir la réponse, qui est toujours positive si on a bien lu les conditions d'accès à telle ou telle formation et qu'on est vraiment dans les prérequis. En principe, on a une réponse positive. À partir de là, ils nous envoient le lien justement pour demander le CAQ, le certificat d'acceptation au Québec. Donc, on rentre dans la ville, maintenant on rentre dans la province du Québec. Et à partir de là, on attend d'avoir le CAQ. Et dès qu'on l'a, ils nous donnent le lien pour demander le permis d'études. Maintenant, on rentre dans le pays. Et c'est ce qu'on appelle le permis d'études. Voilà. Est-ce que pour connaître les établissements, tu es allé directement sur les sites Internet ou tu as utilisé le site canada.ca? Non, on a cherché directement sur Google. Google est ton meilleur ami. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. Donc, on a mis formation en communication dans une université à Montréal. Donc, Google a listé tout de suite les universités les plus demandées. Hein, donc, forcément, ils sont répertoriés. Je n'avais pas utilisé le lien sur canada.ca. Maintenant qu'on connaît, oui, je pense que je prendrai peut-être ce raccourci. Mais bon, Google est un bon raccourci aussi. Donc, effectivement, Google, ça permet d'obtenir pas mal d'informations, mais est-ce que tu connaissais des gens qui avaient déjà fait des études au Canada, peut-être pour te conseiller également? En fait, je me suis rappelé après que oui, j'avais une cousine qui est revenue de là-bas et du coup, on a pu lui demander pas mal de renseignements. Mais on avait déjà fait le choix avant. D'accord. Donc, ensuite, à l'arrivée, une fois à l'obtention du permis d'études, on arrive sur place. Comment se passent les premiers jours? Par quoi on commence? En fait, avant d'arriver sur place, le problème, c'est il faut trouver un logement une fois là-bas, mais il faut être logé pour pouvoir trouver ce logement, d'abord. Ouais, donc, en sachant que on m'avait dit que Montréal, en juillet, c'était la période des festivités, des festivals. Et donc, quand je me suis connectée pour voir un hôtel, tout était très cher. Les prix ils flambaient, quoi. Donc, en fait, il fallait prendre contact soit avec des connaissances ou des étudiants polynésiens ou même sur certains sites, sur les sites aussi des universités, on peut voir des offres. Les étudiants, en fait, pendant les vacances, comme ils partent, ils sous-louent leur studio ou leur appartement. Et donc, on peut les contacter pour avoir au moins un mois parce que aller dans un Airbnb, si tu réserves pour un mois, mais que tu trouves ton appartement au bout de 15 jours, tu payes quand même un mois. Donc, c'est difficile d'être d'être dans quelque chose qui est temporaire, finalement, qui va se raccourcir et peut-être qui va se rallonger. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose de sûr. Et le mieux, c'est effectivement de contacter des étudiants qui laissent leur appartement et qui aimeraient bien se louer parce que c'est toujours de l'argent qui rentre. Hein. Et à ce moment-là, on est tranquille pour chercher comme il faut un studio pour son enfant. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces étudiants polynésiens sur place? Alors, il y a un Facebook, il y a une association des étudiants de Polynésie française. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas.
Mais on m'a donné le nom d'une jeune femme et qui nous a accueillis et qui est devenue maintenant une amie. On a eu cette chance. Mais sinon, je pense que je serais passée par l'association des étudiants de Polynésie. Je crois qu'il y a effectivement une page Facebook qui s'appelle Association Polynésie-Canada. Canada. Qui peut être bien utile. Et AEPF Canada. AEPF Canada aussi. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que c'est, une fois là-bas, est-ce que c'est facile de se déplacer à Montréal? Oui, tout est en métro. Hein, il n'y a pas de place de parking, hein, donc c'est une grande ville, il y a du monde. Les métros sont les Tahitiens se repèrent très, très facilement avec le métro. Et surtout, lorsqu'on a l'application où on a les horaires de métro, on a aussi le bus et il te montre vraiment qu'est-ce qu'il faut prendre comme bus, à quel endroit il faut aller. Tout est bien indiqué. Il n'y a pas de risque de se perdre. Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels pour les étudiants? Pour les étudiants, oui. Oui, tout à fait. Mais par contre, ils ne peuvent pas l'avoir tout de suite puisqu'ils n'ont pas le certificat de scolarité de suite, puisqu'ils ne sont pas encore à l'université. On arrive, on s'inscrit et on a le certificat qu'une fois on a commencé les études. Donc, on n'a pas de tarif avant, mais après, oui. Le Canada, c'est une destination très populaire auprès des Polynésiens. À ton avis, qu'est-ce qui attire autant de Tahitiens là-bas? Alors, je parle de mon point de vue, hein, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. C'est un petit peu moitié français, moitié américain. Donc, enfin, voilà. Après, c'est du bouche à oreille. Il y a le vécu de certains Polynésiens qui reviennent et puis qui en sont très contents. Voilà. Et puis, au niveau de la sélection à l'entrée en université, c'est peut-être un peu moins sélectif. Parce que, bon, après, c'est payant. Hein, donc, je pense que même les Canadiens essaient d'attirer les étrangers et surtout les bacheliers français qui sont très prisés. Hein. Oui, d'accord. Et à ton avis, quels sont pour tes enfants, quels ont été les principaux avantages et inconvénients de vivre à Montréal? Ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Mais ils ont beaucoup apprécié cette expérience. Même le froid, je pensais qu'ils allaient redouter le froid, mais pas du tout. Alors que ma fille, elle a eu le grand froid. Hein. Elle était à moins 10, moins 20 en hiver. Et voilà. Donc, je pense qu'ils ont voulu retrouver cette ambiance moitié américain, moitié français. Et ils l'ont trouvé. Moi, je suis allée et c'est vrai que c'est cette ambiance-là. Je crois que pour partir au Canada, il est possible de faire les démarches soi-même ou de passer par un organisme pour être suivi un petit peu dans les démarches. Mais vous avez choisi de le faire de manière autonome. Est-ce que ça a été facile? Non. Alors, après, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de chacun. Moi, j'ai voulu le faire parce que je voulais l'expérimenter et puis j'aime bien m'en occuper, j'aime bien comprendre et puis j'étais en capacité de le faire. De comprendre les choses, donc je peux le faire. Mais pour des parents, je peux comprendre que des parents ne veuillent pas le faire eux-mêmes, parce qu'effectivement, comme disait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Virginia, pardon, c'est pas difficile, c'est stressant. Et donc, il faut être vraiment au taquet, il faut savoir comprendre, lire les documents administratifs. C'est pas évident. Même mes enfants ne comprenaient pas toujours tout parce qu'ils ne sont pas dans la réalité administrative et sociale. Hein. Moi, je le suis, donc je peux suivre. Mais je peux comprendre que des parents ne veuillent pas rentrer dans ces détails-là. D'autant que moi, en plus, je savais que je pouvais les accompagner, donc j'avais besoin de comprendre de l'intérieur. Mais des parents qui n'accompagneraient pas leurs enfants, je pense qu'ils seront plus en sécurité si passé par quelqu'un. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que vous avez pu tout faire à distance. Oui, complètement. Par contre, c'est faisable. Hein. Je rencontre des parents qui viennent me demander et c'est tout à fait faisable. Quand on comprend les démarches, si en plus on donne des conseils, moi, on ne m'a pas tout dit. J'ai découvert certaines choses au fur et à mesure, notamment, par exemple, pour chercher un appartement, quand on va sur Kijiji, par exemple, où il y a des annonces,
au début, je ne comprenais pas pourquoi on ne me répondait pas. Quand il n'y avait pas de téléphone, il préférait qu'on laisse un message. Il ne me répondait pas ou ne me donnait pas de rendez-vous. Et à un moment donné, j'ai changé ma façon de demander. Je précisais que j'étais maman d'étudiant. Et là, j'avais une réponse. Parce que ça les rassurait, parce que voilà, c'est presque une garantie pour eux, c'est plus sécure pour eux. Donc, du coup, voilà, j'ai découvert ça au fur et à mesure de l'expérience. C'est très important, effectivement, comme constat. On a une question également qui dit si on rencontre des difficultés administratives sur place, quelle structure locale est-ce qu'on peut aller voir pour se faire accompagner? Ça dépend quel type de difficulté administrative. Si c'est l'université, par exemple, alors là, au Canada, j'ai jamais vu ça, ils vous soutiennent, hein. Ils vous envoient des mails, ils vous appellent. Moi, j'ai eu un appel, j'étais en mission à Roroto. Et l'université m'a appelé pour me dire, votre fils n'a pas répondu à notre demande, on peut l'aider pour d'autres démarches. Voilà, donc il y a toujours des personnes ressources qu'on peut contacter. Mais c'est vrai qu'il faut connaître avant de partir, il faut lister. Et quels sont les autres documents administratifs importants avec lesquels faudrait partir? Oui. Alors, notamment pour la recherche de logement, ils font ce qu'on appelle l'enquête de crédit. L'agent immobilier va faire ce qu'on appelle l'enquête de crédit. Il peut tout à fait appeler la banque pour voir si on a une capacité bancaire, si on peut suivre. La première chose qui les rassure, c'est de savoir qu'on est là. Il y a d'autres personnes qui disent c'est pas parce que vous êtes là que ça nous garantit quoi que ce soit. Moi, j'ai leur ai montré la lettre de banque parce que pour le permis d'études et le CAQ, il faut demander une lettre de banque, une attestation de capacité financière. Moi, j'ai demandé à ma banque, il m'a fait une lettre de banque. On le trouve, il y a un exemplaire qui est donné et la banque a signé, a mis même le montant qui permettrait que je puisse garantir le financement. Et pour le logement, quand je leur ai montré la lettre, parce qu'ils ne savent pas, les Canadiens, comment un étranger rentre dans leur pays. Et ils ont dit, ben oui, c'est une garantie pour nous. Donc, vous êtes, on trouve facilement un logement. Après, pour d'autres papiers, qu'est-ce qu'il faut comme papier? Il faut tout faire en double, hein, comme pour tout. Est-ce que, comme en France, par exemple, c'est utile de partir avec un acte de naissance, des justificatifs de domicile des parents, le permis de conduire, les fiches de paye des parents? Après, l'acte de naissance ne dure que 3 mois. Mais oui, tout à fait. Après, nous, quand les enfants avaient besoin, ils nous demandaient par mail, on leur envoyait. Donc, tout était rapide. Hein. Grâce à Internet, c'est pas difficile. Ouais, il faut avoir les bases. Moi, je pense qu'il faut plutôt que l'enfant apprenne à tenir un budget. Oui. Parce que quand c'est un sujet qu'on va aborder dans d'autres escales, un peu plus tard. Le 2 mai, on va ouvrir l'escale finance et ce sera l'occasion d'y revenir un peu plus en détail. L'escale logement le 16 mai et l'escale mobilité le 30 mai également. Petit aparté. D'accord, donc oui, il faut être préparé en tout cas, il faut s'y prendre à l'avance, si je peux résumer un petit peu la situation. Bien se renseigner avant aussi, que ce soit pour la métropole ou pour le Canada. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les liens vers les sites importants et les sites incontournables sur le site internet de Cap sur l'Hexagone. Il y a également des étudiants polynésiens qui sont déjà sur place, que vous pouvez contacter via les réseaux sociaux. En métropole, il y a les AEPF dans plusieurs villes de France. Et il y a également la fédération même des AEPF qui sont rassemblés, qui se réunissent régulièrement et qui viennent en aide et qui apportent une assistance régulière aux nouveaux arrivants. C'est très, très important de créer du lien.
et de retrouver des gens et des pratiques et des habitudes similaires quand on est loin de chez soi. Donc, n'hésitez pas à solliciter les fédérations des AEPF dans les différents pays via Facebook notamment. Mes invités, est-ce que vous auriez quelques derniers conseils à donner aux étudiants qui partent? Oui, Raymana. Oui, j'ai très rapidement deux points. Alors, dans l'Hexagone, parce que je connais moins le Canada, il y a effectivement la Fédération des AEPF et les AEPF qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Aussi la délégation de la Polynésie française à Paris, potentiellement nos députés et sénateurs, alors pour les cas évidemment extrêmes, mais les étudiants polynésiens ont pas mal de moyens pour se faire aider. Et effectivement, Facebook est devenu un peu le réseau polynésien numéro 1. Et le deuxième élément que je voulais juste énoncer en conclusion, renseignez-vous bien, surtout si vous faites vos études aux États-Unis ou au Canada, enfin, c'est ce que j'ai entendu de la part de Nadine, et il faut bien se renseigner sur son métier. Et si c'est une profession réglementée, faire extrêmement attention aux diplômes qu'on obtiendrait à l'étranger, autant pour le droit, la communication, l'économie, tout ça, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est même plus une chance, un avantage, autant pour les professions qui seraient un petit peu plus médicales ou des professions donc réglementées, il risque d'y avoir un problème d'équivalence de diplôme qui sera très difficile à traverser. Et si vous avez quand même envie de le faire, je conseillerais de faire plutôt un double cursus, à la fois un cursus national plus classique, et si vous avez l'occasion de partir après ou en parallèle dans le cadre d'accords universitaires ou d'école, mais de ne pas faire uniquement la formation à l'étranger, sauf évidemment si vous voulez travailler dans le pays qui vous a accueilli pour vos études, ce qui est arrivé pour de nombreux étudiants polynésiens, et j'en connais pas mal au Canada aujourd'hui qui ont leur profession là-bas, notamment qui sont avocats par exemple. Donc voilà, il faut se renseigner, et c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Merci. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Voilà, pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, vous avez aussi le site ENIC NARIC qui permet justement de demander une attestation de reconnaissance de diplôme et d'équivalence. C'est tout à fait faisable. Bon, ma fille, elle travaille ici, on ne lui a rien demandé, elle a juste produit, ça marche. Oui, c'était plus pour les pharmaciens, les infirmiers, oui, voilà. les médecins. Mais effectivement, ça pose, au contraire, c'est même plus c'est une chance de pouvoir réaliser ses études dans un autre pays. Et moi-même, je suis diplômé aussi de l'Université du Pacifique Sud, Fidji Vanuatu, et ça a été extrêmement intéressant. Merci pour cet échange. L'heure tourne, je pense qu'on va bientôt se séparer. Donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire qui sera mis en ligne sur le site donc Cap sur l'Hexagone. Donc, il sera possible de le revisionner. Merci beaucoup aux invités d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'on prévoit plusieurs autres escales, 6 autres escales pour continuer notre périple Cap sur l'Hexagone. Et vous pouvez, la prochaine aura lieu le 2 mai. Donc, à cette occasion, on parlera du volet financier des études. Et on aura également un webinaire le 11 mai à 17 h pour parler de tout ça. Et voilà, entrer en contact avec toutes les personnes qui le souhaitent. Donc, n'oubliez pas, une escale, c'est une thématique. Continuez à vous informer sur le site de l'événement et au fur et à mesure et à participer au webinaire sur chaque thématique. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà.